Il fut sur le point de s'évanouir, pris d'un accès de terreur, comme il n'en avait jamais connu, une terreur qui le remplissait d'une culpabilité aussi profonde qu'incontrôlable. Il se souvint soudain du seul événement de sa vie qu'il put vaguement rapprocher de celui-ci, par l'intensité du désespoir qui l'avait marqué. Il avait 12 ans. C'étaient les vacances d'été. Son père travaillait et sa mère avait été passer la journée à Boston avec Madame Casbrac, la voisine d'en face. Il avait trouvé un paquet de ses cigarettes et en avait allumé et fumé une avec enthousiasme, se sentant à la fois nauséeux et bien, se sentant comme il imaginait les voleurs devaient se sentir lorsqu'ils attaquaient une banque. Alors que la cigarette était à moitié consumée et la pièce pleine de fumée, il l'entendit qui ouvrait la porte d'entrée. Polly, c'est moi, j'ai oublié mon sac. Il avait commencé par chasser frénétiquement la fumée avec les mains, conscient que ça ne changerait rien, que de toute façon il était pris et qu'il aurait droit à sa correction. Ce serait plus qu'une correction cette fois. Il se rappela le rêve qu'il avait fait pendant l'un de ses évanouissements, Annie relevant les percuteurs jumeaux du fusil de chasse et disant « Puisque vous tenez tant que ça à votre liberté, Paul, je vais avoir la joie de vous l'accorder. » Le grondement du moteur commença à baisser, marquant le ralentissement de la voiture qui approchait. C'était elle. Paul posa des mains qu'il sentait à peine sur les roues et poussa le fauteuil vers le couloir, non sans jeter au passage un coup d'œil au pingouin sur son bloc de glace. L'avait-il remis exactement à sa place? Impossible à dire, il fallait l'espérer. Il roula dans le couloir en direction de sa chambre, prenant de la vitesse. Il espérait, grâce à elle, forcer le passage, mais il n'avait pas visé assez juste. Il manquait un rien, mais un rien était déjà trop puisqu'il n'avait aucune marge. Le fauteuil cogna le jambage droit de la porte et rebondit. Pourvu que je n'ai pas écaillé la peinture, hurla la voix dans sa tête. Ô Seigneur, est-ce que je n'ai pas écaillé la peinture, laissé une trace? Non, rien. Ou plutôt un léger enfoncement, mais la peinture avait tenu, grâce à Dieu. Il recula, se replaça, pris de frénésie, essayant de négocier au plus près le passage trop étroit. Le bruit du moteur indiquait que la voiture continuait de se rapprocher tout en ralentissant. Il entendit le crissement des pneus sur la neige. En finesse, ne force pas. Il repartit vers l'avant, et les moyeux des roues se fichèrent dans le chambranle de la porte. Il poussa plus fort, conscient que ça n'arrangerait pas les choses, qu'il était pris dans ce cadre comme un bouchon à demi enfoncé dans une bouteille de vin, incapable d'aller dans un sens ou dans l'autre. Il produisit un ultime effort, les muscles des bras vibrant comme les cordes trop tendues d'un violon, et le fauteuil roulant passa en émettant le même couinement retenu que la première fois. La Cherokee s'engagea dans l'allée. Elle va avoir des paquets, octa la voix dans sa tête. Le papier pour la machine, peut-être d'autres trucs, et elle va marcher avec précaution à cause de la glace. Tu es dans la chambre maintenant, le plus dur est fait, il te reste du temps, encore un peu de temps. Il avança un peu dans la pièce, puis effectua un demi-tour maladroit. Tandis qu'il mettait le fauteuil parallèlement à la porte ouverte, il entendit s'arrêter le moteur de la Cherokee. Il se pencha, s'empara de la poignée et essaya de refermer la porte. Le pêne de la serrure, toujours tendu comme un doigt d'acier, raide et accusateur, heurta le montant. Il le repoussa du gras du pouce. Il commença à rentrer, puis s'immobilisa, se bloqua, refusant de laisser la porte se refermer. Il le regarda pendant un instant, l'air stupide, tandis que lui revenait à l'esprit cette maxime de la marine. Tout ce qui peut aller de travers ira de travers. Oh, je vous en prie, mon Dieu, pas ça, en plus. N'est-ce pas assez qu'elle ait trucidé le téléphone? Il relâcha le pêne, qui ressortit à nouveau complètement. Il fit une autre tentative et rencontra la même résistance. De l'intérieur des entrailles de la serrure lui parvint un grincement bizarre et il comprit. C'était la partie brisée de l'épingle restée prise. Elle était tombée de telle manière qu'elle empêchait le pêne de se rétracter entièrement. Il entendit la portière de la Cherokee qui s'ouvrait, et jusqu'au grognement qu'elle poussa en sortant, puis le frottement des sacs de papier, tandis qu'elle rassemblait ses paquets. Allez, allez, murmura-t-il, se mettant à manipuler délicatement la pièce de métal d'avant en arrière. Elle reculait à chaque fois de 2 ou 3 millimètres et se bloquait. À l'intérieur de la serrure, cette saloperie de fragments d'épingle à cheveux grinçait. Allez, allez! Il pleurait de nouveau, sans s'en rendre compte, les larmes et la sueur se mêlant au hasard sur ses joues. Il avait vaguement conscience de souffrir le martyre, en dépit des 4 novrils ingurgités, et se doutait qu'il allait payer fort cher son petit numéro. Mais pas au prix qu'elle te fera payer si tu n'arrives pas à refermer cette putain de porte, mon petit Paul. Il entendit le craquement de la neige sous ses pas prudents, tandis qu'elle avançait dans l'allée. Frottement des sacs de papier, et maintenant cliquetis du trousseau de clés qu'elle sortait de son sac. Allez, allez! Cette fois, il y eut un clic, étouffé, quand il repoussa le pêne, et la pièce de métal recula de 5 ou 6 millimètres.
Pas assez pour éviter le montant, mais presque. Je t'en prie, allez. Il se mit à agiter le peigne plus vite, le cajolant, l'oreille tendue vers la porte de la cuisine qui s'ouvrait. Alors, comme une horrible répétition de ce jour où sa mère l'avait surpris à fumer, Annie lui lança d'un ton joyeux. « Paul, c'est moi, j'ai votre papier. » « Pris, je suis pris. Mon Dieu, je vous en supplie, ne la laissez pas me faire du mal, non, mon Dieu. » Son pouce appuya convulsivement contre la langue de métal, il y eut un claquement étouffé quand l'épingle cassa. Le peigne se rabattit complètement à l'intérieur de la serrure. Le chuintement de la fermeture à glissière de son parka lui parvint de la cuisine. Il referma la porte de la chambre. Le claquement du loquet, ne l'avait-elle pas entendu? Elle devait l'avoir entendu. Lui parut aussi bruyant qu'un pétard. Il roula le fauteuil en direction de la fenêtre. Il était encore en train de le manœuvrer lorsque le bruit de ses pas lui parvint du couloir. « J'ai votre papier, Paul. Êtes-vous réveillé ?»« Jamais, jamais, attends, elle va entendre. » Il donna une dernière poussée et arrêta le fauteuil à sa place près de la fenêtre, juste au moment où elle introduisait la clé dans la serrure. Ça ne va pas marcher. Le bout d'épingle, elle va se douter de quelque chose. Mais sans doute le corps métallique étranger devait-il être tombé tout au fond de la serrure, car la clé tourna sans accroc. Il se laissa aller dans le fauteuil, les yeux mi-clos, espérant follement avoir retrouvé l'endroit où elle l'avait laissé, ou du moins en être suffisamment proche pour qu'elle ne fît pas la différence. Espérant aussi qu'elle verrait dans son visage baigné de sueur et le tremblement de ses membres de simples réactions au sevrage auquel il était soumis, espérant surtout n'avoir laissé derrière lui aucun indice de son passage. C'est quand la porte s'ouvrit qu'il baissa les yeux et qu'il se rendit compte que, tandis qu'il cherchait des traces de roues avec une concentration angoissée, il avait ignoré un indice gros comme une maison, les boîtes de Novril sur ses genoux. Elle brandissait 2 ramettes de papier, une dans chaque main, et souriait. « Exactement ce que vous vouliez, non ? Triade moderne, 2 paquets. J'en ai 2 autres dans la cuisine, juste au cas où. » Elle s'interrompit et le regarda, sourcils froncés. « Vous êtes trempé de sueur, et tout rouge. » Un silence. « Mais qu'avez-vous fait ?» Et bien que cela réveilla la petite voix qui en lui mourait de peur, bien qu'il se mit à gémir que ce coup-ci il était fichu et qu'il ferait mieux de laisser tomber, de tout avouer en espérant qu'elle lui pardonnerait, il réussit à croiser son regard soupçonneux en mettant une expression d'ironie fatiguée dans le sien. « Je crois que vous savez ce que j'ai fait, répondit-il. J'ai souffert. De la poche de sa jupe, elle tira un Kleenex dont elle lui épongea le front. Elle retira le mouchoir tout mouillé et lui sourit avec cette épouvantable manifestation de pseudo-sentiment maternel. « Ça a été si dur que cela ?» demanda-t-elle. « Oui, oui. Et maintenant, est-ce que je peux... » « Oh, je vous ai déjà répété qu'il ne fallait pas me mettre en colère. Vivre et apprendre, n'est-ce pas ce que l'on dit ? Eh bien, si vous vivez, je crois que vous apprendrez. Est-ce que je peux avoir mes gélules ? Dans 1 minute, dit-elle. Pas un instant, ses yeux ne quittèrent son visage en sueur, où la pâleur de cire des joues contrastait avec les taches rouges comme un eczéma de ses pommettes. Tout d'abord, je veux être sûr que vous ne voulez rien d'autre. Un truc que cette vieille folle stupide d'Annie Wilkes aurait oublié, parce qu'elle ignore comment fait un monsieur je sais tout pour écrire un livre. Je veux être sûr de ne pas avoir à retourner en ville pour acheter un magnétophone ou un dictionnaire des synonymes, ou je ne sais quoi encore. Vos désirs sont des ordres. Je ne prendrai même pas le temps de vous donner vos gélules. Je sauterai derrière le volant de la vieille Bessie et hop. Alors, qu'est-ce que vous en dites, monsieur je sais tout ? Non mais j'ai tout ce qu'il me faut, dit-il. Annie, s'il vous plaît. Et vous ne me mettrez plus en colère ? Non, je ne vous mettrai plus en colère. Parce que lorsque je suis en colère, je ne suis pas réellement moi-même. Ses yeux s'abaissèrent. Elle regardait ses 2 mains, qu'il tenait serrées au-dessus des boîtes d'échantillons de Novril. Elle les regarda longtemps. « Paul ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Paul, pourquoi tenez-vous vos mains de cette façon ?» Il se mit à pleurer. C'était de la culpabilité qu'il pleurait, et il avait cela plus que tout en horreur. Non seulement cette femme monstrueuse l'avait réduit à l'état où il se trouvait, mais en plus elle le faisait se sentir coupable. Il pleura donc de culpabilité, mais aussi comme un enfant pleure de fatigue. Il leva les yeux vers elle, les larmes lui inondant les joues, et joua la dernière carte qui lui restait. « Je veux mes gélules, gémit-il, et aussi l'urinal. J'ai tenu pendant tout le temps que vous étiez partie, Annie, mais je n'en peux plus, et je ne voudrais pas me mouiller une fois de plus. » Elle eut un sourire doux, radieux, et repoussa la mèche de cheveux qui lui était tombée sur le front. « Oh, le pauvre chou ! Annie vous en fait voir de dur, hein ? Elle exagère. Méchante vieille Annie. Je vais les chercher tout de suite. »
Même s'il avait estimé en avoir le temps, il n'aurait pas osé placer les gélules sous le tapis. Les paquets étaient petits, mais le renflement aurait sauté aux yeux. Tout en l'écoutant se rendre dans la salle de bain du rez-de-chaussée, il les prit, passa péniblement le bras derrière son dos et les poussa dans son sous-vêtement. Les durs angles de carton lui rentrèrent dans l'arrêt des fesses. Elle revint avec l'urinal, un modèle antédiluvien en étain qui absurdement ressemblait à un séchoir à cheveux. Dans l'autre main, elle tenait un verre d'eau avec 2 gélules de Novril. 2 autres, en plus de celles que tu as prises il y a une demi-heure, et tu risques de tomber dans le coma et crever, pensa-t-il. Mais une deuxième voix répondit à la première. « Moi, ça me convient très bien. » Il prit les gélules et les avala avec un peu d'eau. Elle lui tendit l'urinal. « Avez-vous besoin d'aide ?»« Non, je peux y arriver, marmonna-t-il. » Elle se détourna poliment, tandis qu'il introduisait son pénis dans le tube froid et urinait. Il lui jeta un coup d'œil au moment où les bruits creux d'éclaboussement commencèrent et vit qu'elle souriait. « Terminé » demanda-t-elle au bout d'un moment. « Oui, dit-il. » Il avait effectivement éprouvé un fort besoin d'uriner. L'excitation dans laquelle il s'était trouvé l'avait empêché de s'y attarder. Il prit l'urinal et le posa délicatement sur le plancher. « Et maintenant, au lit. Vous devez être épuisé et vos jambes doivent vous chanter l'opéra. » Il acquiesça, alors qu'en réalité il ne ressentait rien du tout. Cette nouvelle prise de médicaments, s'additionnant à celle qu'il s'était lui-même octroyée, le faisait sombrer dans l'inconscience à une vitesse alarmante, et il commençait à voir la pièce au travers de voiles gris vaporeux. Il s'accrochait à une idée. Elle allait le soulever pour le mettre dans le lit, et il aurait fallu qu'elle soit non seulement aveugle mais idiote pour ne pas se rendre compte que son derrière avait une forme curieuse, déformé qu'il était par les boîtes de Novril. Elle le poussa jusqu'à côté du lit. « Encore 1 minute, Paul, et vous pourrez faire un bon petit somme. »« Pouvez-vous attendre 5 minutes, Annie ?» réussit-il à dire. Elle le regarda, les yeux légèrement étrécis. « Je croyais que vous aviez très mal, crâneur. »« Justement, répondit-il, ça fait encore trop mal. Mon genou, surtout, là où vous vous êtes mis en colère. Est-ce que je pourrais avoir 5 minutes pour que... » Il savait ce qu'il voulait dire, mais les mots lui échappaient, se fondaient dans la grisaille générale. Il la regarda, impuissant, sachant qu'en fin de compte, il allait être pris. « Pour laisser le médicament faire son effet ?» demanda-t-elle, et il acquiesça avec gratitude. « Bien sûr, je vais faire un peu de rangement et je reviens tout de suite. » Dès qu'elle fut sortie, il passa un bras derrière son dos et en retira les petites boîtes qu'il fourra sous le matelas une à une. Les voiles de grisaille s'épaississaient et devenaient de plus en plus sombres. « Pousse-les aussi loin que tu peux, se dit-il. Fais en sorte qu'elle ne puisse pas les tirer avec le drap de dessous lorsqu'elle refera le lit. Pousse-les aussi loin, aussi loin. » Il enfourna la dernière boîte, puis se laissa retomber contre le dossier du fauteuil, les yeux au plafond. Les S et les L dansaient, comme pris d'ivresse. Il pensa Afrique. Il pensa maintenant, il faut que je rince. Il pensa oh, dans quel pétrin je me trouve. Des traces. Est-ce que j'ai laissé des traces? Est-ce que... Paul Sheldon sombra dans l'inconscience. Quand il se réveilla, 14 heures s'étaient écoulées, et de nouveau il neigeait dehors. Le retour de Misery pour Annie Wilkes, chapitre 1. Bien que Ian Carmichael n'eût jamais quitté Little Dunthorpe pour tous les joyaux de la couronne, il devait admettre en lui-même que lorsqu'il pleuvait en Cornouailles, l'eau tombait plus drue que partout ailleurs en Angleterre. Il y avait un vieil essuie-main accroché à une patère dans l'entrée, et après avoir enlevé son manteau dégoulinant et ses bottes, il s'en servit pour sécher ses cheveux blonds foncés. Venant du salon, il entendait, assourdi par la distance, les arpèges de Chopin, et il s'immobilisa, la serviette encore à la main, l'oreille tendue. Ce n'était plus de la pluie qui coulait maintenant le long de ses joues, mais des larmes. Il se souvint de Geoffrey disant « Tu ne dois jamais pleurer devant elle, vieux camarade, c'est même la seule chose que tu ne doives jamais faire. » Geoffrey avait raison, bien entendu. Ce cher vieux Geoffrey avait rarement tort. Mais parfois, quand il était seul, le souvenir de Misery, échappant de la plus extrême justesse à la mort, l'accablait, et il lui devenait presque impossible de retenir ses larmes. Il l'aimait tellement. Sans elle, il mourrait. Sans Misery, l'existence ne serait plus possible pour lui, tout simplement. Le travail de l'accouchement avait été long et laborieux, mais ni plus long, ni plus laborieux, d'après la sage-femme, que chez bien d'autres jeunes femmes qu'elle avait assistées. Ce n'était qu'1 heure après minuit, 1 heure après que Geoffrey était parti affronter la tempête qui s'annonçait pour tenter de ramener un médecin, que la sage-femme avait commencé à s'inquiéter. À ce moment-là, le segment avait débuté.
Cher vieux Geoffrey, dit-il à voix haute, cette fois, tandis qu'il pénétrait dans l'énorme cuisine surchauffée à la mode du pays. Avez-vous dit quelque chose, mon jeune seigneur lui demanda madame Ramage, la vieille bonne des Carmichael, aussi débordante de lubie qu'elle était gentille. Elle sortait de la resserre, et comme d'habitude, elle avait le bonnet de travers et empestait le tabac à priser, habitude qu'elle croyait encore être, après tant d'années, un vice tenu secret. Involontairement, madame Ramage, répondit Yann. À entendre l'eau qui dégouline de votre manteau dans l'entrée, on pourrait croire que vous avez manqué de vous noyer entre les dépendances et la maison. Oh oui, c'est bien ce qui a failli m'arriver, répondit Yann tout en pensant. Si Geoffrey était revenu avec le médecin seulement 10 minutes plus tard, je crois qu'on la perdait. C'était une pensée qu'il s'efforçait le plus possible d'éviter. Elle était à la fois inutile et épouvantable. Mais l'idée de vivre sans misérie était si effrayante qu'elle s'infiltrait parfois par surprise dans son esprit. Soudain, venant faire irruption dans cette méditation morose, lui parvinrent les vagissements vigoureux d'un enfant, ceux de son fils, réveillé et très disposé à prendre son biberon de l'après-midi. Puis il entendit, sans distinguer les paroles, la voix d'Annie Wilkes, la nurse compétente qui avait la responsabilité de Thomas et calmait l'enfant tout en le changeant. « Votre marmot est en voix aujourd'hui, observa madame Ramage. Yann eut un instant pour s'émerveiller une fois de plus d'être père, puis la voix de sa femme l'interpella depuis le seuil de la porte. « Hello, chérie !» Il tourna la tête et regarda Misérie, son amour. Elle se tenait, légère, dans l'encadrement de la porte, ses cheveux châtains au reflet d'un rouge mystérieux et profond, comme des braises mourantes, retombant librement et dans une superbe profusion sur ses épaules. Elle avait le teint encore un peu trop pâle, mais Yann devinait dans ses joues le retour des premières couleurs. Dans le regard profond de ses yeux sombres, les lampes de la cuisine jetaient des reflets qui en faisaient de précieux diamants posés sur le plus sombre des feutres de joaillier. « Ma chérie !» s'écria-t-il, courant vers elle de la même façon qu'il l'avait fait à Liverpool, le jour où il avait cru que les pirates l'avaient enlevé, comme Mad Jack Wickersham avait juré qu'il le ferait. Madame Ramage se souvint brusquement de quelque chose qu'elle avait à faire dans le salon et les laissa seuls, quittant la pièce, cependant un sourire aux lèvres. Madame Ramage, elle aussi, se demandait ce que serait la vie si Geoffrey et le docteur étaient arrivés 1 heure plus tard, au cours de cette nuit sombre et venteuse, quelques mois auparavant, ou si la transfusion sanguine expérimentale, au cours de laquelle son jeune maître avait si courageusement fait passer le sang de sa vie dans les veines exsangues de Misérie, avait échoué. « Oh, ma fille, se dit-elle en traversant le hall à pas pressés, ce sont des choses auxquelles il vaut mieux ne pas penser. » Conseil excellent que Yann s'était aussi donné à lui-même, mais l'un comme l'autre avait découvert que les conseils sont parfois plus faciles à donner qu'à suivre. Dans la cuisine, Yann serra Misérie très fort contre lui, avec l'impression de sentir son âme vivre, puis mourir pour revivre à nouveau dans la douce odeur de sa peau chaude. Il effleura le gonflement de son sein et sentit le battement fort et régulier de son cœur. « Si tu étais morte, je serais mort avec toi, » lui murmura-t-il. Elle passa un bras autour de son cou, calant un peu plus son sein ferme dans la paume de la main de Yann. « Chut, mon amour, » lui répondit Misérie à voix basse, elle aussi. « Ne sois pas stupide, je suis là, dans tes bras, et maintenant embrasse-moi. Si je dois mourir, ce sera de désir pour toi. » Il pressa ses lèvres contre les siennes et plongea la main dans la luxuriante chevelure châtain. Pendant quelques instants, plus rien n'exista, sinon leurs âmes qui se confondaient. Annie posa les 3 pages du manuscrit sur la table de nuit, à côté de lui, et il attendit de voir quelle serait sa réaction. Il était curieux, mais pas réellement nerveux. Il avait été sincèrement surpris de l'aisance avec laquelle il s'était de nouveau coulé dans l'univers de Misérie. Un univers conventionnel et mélodramatique, mais cela ne changeait rien au fait que le retrouver n'avait nullement été aussi désagréable que ce qu'il avait tout d'abord craint. En fait, il l'avait trouvé plutôt réconfortant, la même impression que lorsque l'on glisse les pieds dans une bonne vieille paire de pantoufles. C'est pourquoi il resta à bouche bée, franchement estomaqué, lorsqu'elle lui dit « C'est pas ça !»« Mais ça ne vous plaît pas ?» Il n'arrivait pas à y croire. Comment avait-elle pu aimer les autres romans de la série Misérie et ne pas aimer ce début ? C'était tellement miséresque qu'il frôlait la caricature avec le personnage de la vieille et maternelle Madame Ramage qui prisait en secret dans la resserre, avec Yann et Misérie qui se pelotaient comme 2 adolescents un vendredi soir en sortant du bal de la promo du collège. Mais c'était elle qui à son tour prenait une expression stupéfaite. « Ne me plaît pas ? Oh si, bien sûr que si, c'est superbe. J'ai pleuré au moment où Yann la prend dans ses bras. Je n'ai pas pu m'en empêcher. » Elle avait effectivement les yeux un peu rouges. Et l'idée de donner mon nom à la nurse de Thomas, j'ai trouvé ça très gentil.
Il pensa, et pas bête non plus, c'est au moins ce que j'espère. Et au fait, ma cocotte, le nom du bébé était Sin au début, au cas où ça vous intéresserait. Je l'ai changé parce que cela faisait encore un putain de haine à se farcir à la main. Alors, dans ce cas, je ne comprends pas, dit-il. Oh, je vois bien que vous ne comprenez pas, reprit-elle. Je n'ai pas dit que l'histoire ne me plaisait pas, mais que ce n'était pas ça. C'est une tricherie, il faudra trouver autre chose. Ne l'avait-il pas prise pour la lectrice idéale? Oh bon sang, je dois te reconnaître ça, Paul, quand tu te plantes, c'est jusqu'au cou. La fidèle et idéale lectrice venait de se transformer en un redoutable comité éditorial. Sans même qu'il s'en rendît compte, le visage de Paul venait d'adopter l'expression d'authentique concentration qu'il prenait toujours en écoutant les sermons des directeurs littéraires. Il l'avait même surnommé son expression « En quoi puis-je vous être utile, ma chère dame ?» Car la plupart des directeurs littéraires étaient comme ces femmes qui arrivent dans une station-service et demandent aux mécaniciens de voir d'où viennent ce bruit bizarre dans le moteur ou ces couinements dans le tableau de bord. Et tâchez d'avoir réglé ça dans 1 heure, s'il vous plaît. Une expression de sincère concentration était bonne parce qu'elle les flattait et que lorsque les directeurs littéraires étaient flattés, il arrivait parfois qu'ils renoncent à leurs idées aberrantes. « Comment cela, une tricherie » demanda-t-il. « Eh bien, Geoffrey est parti à la recherche du docteur, dit-elle. Jusque-là, ça va. C'est ce qui arrive au chapitre 38 de Misery Child. Mais ce docteur n'est jamais arrivé, comme vous le savez bien, puisque le cheval de Geoffrey a heurté le haut de la barrière de péage de cet abominable monsieur Canthorpe quand Geoffrey a voulu sauter par-dessus. J'espère bien que ce sale oiseau de Canthorpe aura ce qu'il mérite dans le retour de Misery, Paul. Je l'espère vraiment. Bref, Geoffrey s'est fracturé l'épaule et s'est cassé quelques côtes et a passé presque toute la nuit, là, sous la pluie. Et c'est le petit garçon du berger qui l'a découvert. Voilà pourquoi le médecin n'est jamais arrivé, vous voyez ? Oui, dit-il. Il se sentit soudain incapable de détacher ses yeux de ceux d'Annie Wilkes. Il avait cru qu'elle avait endossé un uniforme de directeur littéraire, voire celui d'une collaboratrice impatiente de lui dire ce qu'il devait écrire et comment il devait l'écrire. Une fois de plus, il s'était trompé. Monsieur Canthorpe, par exemple, elle espérait bien que ce méchant aurait ce qu'il méritait, mais elle ne l'exigeait pas. Elle voyait dans le développement créatif de l'histoire quelque chose qui lui échappait, en dépit du contrôle évident qu'elle exerçait sur celui qui l'écrivait. Certaines choses, simplement, étaient impossibles à faire. La créativité, ou son absence, n'avait rien à voir là. L'idée d'intervenir était pour elle aussi absurde que de vouloir révoquer par édit la loi de la gravitation, ou que d'essayer de jouer au tennis de table avec une brique. Elle était réellement la fidèle lectrice type, mais fidèle lectrice n'était pas synonyme de lectrice gobe-tout. Elle ne lui permettait pas de tuer Misery, mais elle n'admettait pas non plus son retour à la vie par un tour de passe-passe. « Mais bon Dieu, pensa-t-il fatigué, je l'ai tué, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ?» Quand j'étais enfant, reprit Annie, il y avait des feuilletons au cinéma, un épisode par semaine. Le Vengeur masqué, Flash Gordon, et ma main sur Frank Buck, l'homme qui allait en Afrique attraper des animaux sauvages et qui subjuguait les lions et les tigres rien qu'en les regardant. Est-ce que vous vous souvenez de ces feuilletons ? Je sais qu'ils ont existé, répondit-il, mais vous ne pouvez pas être assez âgé pour les avoir connus, Annie. Vous avez dû les voir à la télé, ou alors c'est une sœur ou un frère aîné qui vous en a parlé. Deux fossettes se creusèrent brièvement dans la compacité de la peau au coin de ses lèvres, puis disparurent. « Oh, vous, espèce de baratineur ! C'est vrai, j'avais un frère aîné avec qui j'allais au cinéma tous les samedis après-midi, à Bakersfield, en Californie, l'endroit où j'ai grandi. Et même si j'aimais bien les actualités et les dessins animés, et aussi les grands films, c'étaient les nouveaux feuilletons que j'attendais avec le plus d'impatience. Il m'arrivait d'y penser aux moments les plus inattendus pendant la semaine. Si je m'ennuyais en classe, ou si j'allais garder les 4 morveux de Madame Crentmins au rez-de-chaussée. Je les avais en horreur, ces gosses. Annie se tut, mélancolique, le regard perdu dans un coin de la chambre. Elle venait de se débrancher. C'était la première fois depuis plusieurs jours, et il se demanda, inquiet, si elle n'entamait pas la partie inférieure de son cycle. Si oui, il avait tout intérêt à ferler les voiles et à arrimer la cargaison. Finalement, elle sortit de son état, avec comme toujours une expression de léger étonnement. On aurait dit qu'elle ne s'attendait pas à retrouver le monde tel qu'elle l'avait laissé. « Mon préféré était Rocketman, reprit-elle. Par exemple, à la fin du chapitre 6, Mort dans le ciel, il se trouvait inconscient tandis que son avion plongeait vers le sol. Ou à la fin du chapitre 9, Destin de feu, il était coincé, ficelé sur une chaise, dans un entrepôt en feu. Parfois c'était une voiture qui n'avait plus de frein, parfois un gaz toxique, parfois l'électricité.
Annie parlait de son héros de feuilleton avec une affection dont l'incontestable authenticité faisait un effet bizarre. « C'est ce qui s'appelle des histoires à suspense » risqua-t-il. La réflexion lui fit froncer les sourcils. « Ou comme si je ne le savais pas, monsieur, je sais tout. Bon sang, par moments, je me dis que vous devez me prendre pour une parfaite idiote. »« Mais non, Annie, vraiment pas !» Elle eut un geste impatient de la main, et il comprit qu'il serait plus prudent, du moins pour aujourd'hui, de ne pas l'interrompre. « Ce qu'il y avait d'amusant, reprit-elle, c'était d'essayer de deviner comment il allait s'en sortir à chaque fois. Parfois j'y arrivais, parfois non, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel était qu'il ne triche pas, je veux dire, ceux qui faisaient l'histoire. » Elle le regarda avec un air entendu, pour être sûr qu'il avait bien compris ce qu'elle voulait dire. Paul songea qu'il aurait pu difficilement faire autrement. Comme lorsqu'il était inconscient dans l'avion. Il s'est réveillé et il y avait un parachute dans l'appareil sous son siège. Il l'a mis, il a sauté. Ça, c'est correct. Aucun professeur en écriture romanesque ne serait d'accord avec vous, ma chère, pensa Paul. On appelle Deus ex machina, ce dont vous parlez. Le dieu qui sort de la machine, utilisé pour la première fois par les Grecs dans les amphithéâtres. Quand l'auteur avait mis son héros dans une situation inextricable, un fauteuil couvert de fleurs descendait des cintres. Le héros s'asseyait dedans et était tiré de son mauvais pas. Même les crétins les plus patentés arrivaient à comprendre ce symbolisme. Les dieux avaient sauvé le héros. Mais le Deus ex machina, parfois connu dans le jargon technique comme le coup du parachute sous le siège, est finalement passé de mode vers la fin du XVIIe siècle. Si ce n'est, évidemment, dans des ouvrages aussi ésotériques que la série des Rocketman ou les ouvrages de Nancy Drew. Je crois que c'est une évolution qui vous a échappé, Annie. Pendant quelques instants affreux, qu'il ne serait pas prêt d'oublier, Paul crut être sur le point d'avoir un accès de fou rire. Étant donné l'humeur d'Annie Wilkes ce matin, c'était prendre le risque d'une punition désagréable, voire douloureuse. Il porta rapidement une main à la bouche, dissimulant le sourire qui s'y dessinait, et simula une quinte de toux. Elle le tapa dans le dos suffisamment fort pour lui faire mal. « Ça va mieux » demanda-t-elle. « Oui, merci. »« Est-ce que je peux continuer, Paul, ou bien est-ce que vous envisagez d'avoir une série d'éternuements ? Dois-je aller chercher le seau ? Vous avez peut-être envie de vomir aussi. »« Non, non, Annie, continuez, je vous en prie, ce que vous dites est fascinant. » Elle parut se radoucir, pas beaucoup, mais un peu tout de même. Lorsqu'il a trouvé le parachute sous le siège, c'était correct, peut-être pas très réaliste, mais correct. Cette remarque le fit réfléchir. Il était pris de court, comme à chaque fois qu'elle faisait preuve d'une finesse inattendue, et il décida qu'elle avait raison. Correct et réaliste étaient peut-être synonymes dans le meilleur des mondes possibles, mais ce n'était sûrement pas ce monde-ci. « Et prenons un autre épisode, reprit-elle, et c'est exactement ce qui est allé de travers dans ce que vous avez écrit hier, Paul. Alors écoutez-moi bien. »« Oh, je suis tout oui, fit-il. Elle le jaugea attentivement pour voir s'il ne plaisantait pas. Sa figure pâle avait une expression sérieuse, tout à fait celle d'un étudiant consciencieux. Son envie de rire avait disparu quand il s'était rendu compte que Annie comprenait peut-être fort bien le principe du Deus ex machina, même si elle n'en connaissait pas le nom. « Parfait, dit-elle. Là, c'est une histoire de voiture sans frein. Les méchants avaient mis Rocketman, sauf qu'ils ne savaient pas que c'était lui, dans une voiture sans aucun frein. Ils avaient soudé toutes les portes et ensuite ils avaient lancé la voiture sur une route de montagne pleine de virages. J'étais presque debout sur mon siège ce jour-là, je vous le jure. » Pour l'instant, elle était assise sur le lit de Paul, tandis que celui-ci était installé dans le fauteuil roulant, de l'autre côté de la pièce. Son expédition dans la salle de bain et le salon datait de 5 jours maintenant. Il avait récupéré beaucoup plus vite qu'il ne l'aurait cru. Le seul fait de ne pas s'être fait prendre, semblait-il, avait un merveilleux effet roboratif. D'un air vague, elle regarda le calendrier, sur lequel le garçonnet souriant glissait avec sa luge dans un éternel mois de février. Donc voilà notre pauvre Rocketman, prisonnier de cette voiture, sans ses fusées, ni même son casque spécial avec son viseur spécial, en train de la piloter tout en essayant de l'arrêter et d'ouvrir la portière, tout cela en même temps. Plus affairé qu'un manchot qui pose du papier peint tout seul, on peut le dire. Oui, Paul arriva soudain à se représenter la scène. Et il comprenait de façon instinctive qu'aussi absurdement mélodramatique qu'elle fût, son suspense n'en était pas moins réel. Le paysage, incliné selon un angle vertigineux, défilait à toute vitesse. Gros plan sur la pédale de frein, qui s'enfonce sans résistance jusqu'au plancher lorsque le pied de l'homme, il voyait très bien à la chaussure un modèle à bout ouvert des années 40, pèse dessus. Plan cut sur son épaule, avec laquelle il cogne la porte. Plan cut sur l'extérieur du véhicule, où l'on voit la soudure irrégulière qui scelle la portière. Pour être stupide, c'était stupide.
Rien de littéraire là-dedans, mais on pouvait en tirer quelque chose, provoquer l'accélération du pouls des spectateurs. Ce n'était pas la grande fine champagne, mais l'équivalent romanesque d'un torboyau sorti d'un alambic clandestin. On voit alors que la route s'arrête abruptement au bord de la falaise, poursuivit-elle, et tout le monde, dans le cinéma, savait que si Rocketman n'arrivait pas à sortir avant de la voiture, il était fichu. En bon sang, il était toujours prisonnier, à essayer de freiner et de forcer la porte, lorsque tout d'un coup, il s'envole. La voiture bondit en l'air et commence à retomber. À mi-chemin, elle heurte la falaise, prend feu et finalement s'enfonce dans l'océan. Là-dessus arrive le message, à suivre. La semaine prochaine, chapitre 11, le vol du dragon. Assise sur le bord du lit, se serrant vigoureusement les mains, elle respirait plus fort, son opulente poitrine se soulevant et retombant à un rythme accéléré. « Eh bien, fit-elle sans le regarder, les yeux toujours fixés sur le mur, après ça, c'est à peine si j'ai vu le film. Pendant toute la semaine qui suivit, je n'arrêtais pas de penser à Rocketman. Pas une fois de temps en temps, non, tout le temps. Comment avait-il pu s'en sortir? Je n'arrivais pas à en avoir la moindre idée. Le samedi suivant, j'étais devant le cinéma à midi, alors que la caisse n'ouvrait pas avant 1h15 et que le film ne commencerait qu'à 2h. Mais, Paul, vous ne devinerez jamais ce qui est arrivé. Paul ne répondit rien, mais il avait son idée. Il comprenait maintenant comment elle avait pu aimer ce qu'il avait écrit tout en trouvant que ce n'était pas correct et que ça sonnait faux. Et le dire, non point en employant le langage sophistiqué parfois discutable d'un directeur littéraire, mais avec la conviction sans phare et impossible à déraciner du lecteur fidèle. Il comprit donc, et à sa grande stupéfaction eut honte de lui. Elle avait raison, il avait écrit un truc bidon. Le nouvel épisode, reprit-elle, commençait toujours en reprenant la fin du précédent. On le voyait foncer sur la pente, on voyait la falaise, on le voyait qui cognait contre la porte et essayait de l'ouvrir. Puis, juste avant que la voiture ne s'envole par-dessus la falaise, la porte s'ouvrait d'un seul coup et il sautait sur la route. La voiture continuait dans le vide, et tous les gamins hurlaient de joie dans la salle parce que Rocketman s'en était tiré. Mais moi, j'étais loin de crier de joie, Paul, je vous assure. J'étais furieuse, et je me suis mise à protester aussi fort que les autres. Ce n'est pas ce qui est arrivé la semaine dernière, ce n'est pas ce qui est arrivé la semaine dernière, je disais. Annie bondit sur ses pieds et commença à aller et venir d'un pas vif dans la chambre, tête baissée, ses cheveux frisottés lui retombant sur les yeux, frappant du poing dans la paume de son autre main à coups réguliers, des étincelles dans les yeux. Mon frère a essayé de me faire taire, dit-elle. Comme il n'y arrivait pas, il a voulu me mettre la main devant la bouche, et moi je l'ai mordu, et j'ai recommencé à crier. Ce n'est pas ce qui est arrivé la semaine dernière. Êtes-vous idiot? Est-ce que vous ne vous en souvenez pas? Vous êtes tous devenus amnésiques ou quoi? Et mon frère disait. Mais t'es cinglé, Annie. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Alors le gérant est intervenu et a dit que si je ne me taisais pas, il allait me demander de quitter la salle. Et moi je lui ai répondu. Et comment que je vais la quitter? Parce que ce n'est que de la triche, c'est dégoûtant, et ce n'est pas ce qui s'est passé la semaine dernière. Elle le regarda, et Paul lut, sans erreur possible, le meurtre dans ses yeux. Il n'est pas sorti de sa voiture biscornouille quand elle est passée par-dessus la falaise. Il était encore dedans. Est-ce que vous comprenez ça, Paul? Oui, dit Paul. Est-ce que vous comprenez ça? Elle bondit soudain vers lui, avec son espèce de souple férocité, et bien qu'il eût la certitude de son intention de lui faire mal, comme la fois précédente, vraisemblablement parce qu'elle ne pouvait pas s'en prendre au sale oiseau de scénariste qui avait triché en retirant sournoisement Rocketman de la voiture avant qu'elle ne s'envolât au-dessus de la falaise, il ne bougea pas d'un cheveu, tandis qu'il prenait la mesure de son instabilité actuelle grâce à la fenêtre qu'elle venait juste d'ouvrir pour lui sur son passé, et que ce qu'il découvrait le laissait frapper de stupeur. Le sentiment d'injustice qu'elle ressentait, aussi enfantin qu'il fût, était complètement et indiscutablement authentique. Elle ne le frappa pas. Au lieu de cela, elle le saisit par le devant de sa robe de chambre et l'attira à elle jusqu'à ce que leurs visages en vinssent presque à se toucher. « Vous comprenez ?»« Oui, Annie, absolument !» Elle le regarda fixement, de ce regard noir et furieux qu'il redoutait, et sans doute lut-elle la sincérité dans ses yeux, car au bout de quelques instants, elle le rejeta dans le fauteuil avec un geste méprisant. L'explosion épaisse de douleur le fit grimacer avant de s'atténuer peu à peu. « Et vous savez ce qui ne va pas, dit-elle. Je suppose que oui, répondit-il. Sauf que je veux bien que Dieu me damne si je découvre comment m'en sortir. À quoi l'autre voix dans sa tête répondit aussitôt. J'ignore si Dieu te damnera ou te sauvera, mon petit Paul, mais une chose est sûre, si tu ne trouves pas le moyen de rendre misérie à la vie, un moyen qui lui paraisse crédible, elle te tuera. Eh bien, changez-le, conclut-elle abruptement en quittant la chambre.
Paul regarda la machine à écrire. La machine le regarda. Les N. Jamais il n'avait songé qu'il pût y avoir tant de N dans une ligne de texte moyenne. « Je croyais que tu passais pour avoir du talent, lui dit la machine à écrire. Dans sa tête, il lui avait attribué une voix immature et ricanante, celle d'un brandisseur de revolver encore adolescent dans un western hollywoodien, un gosse n'ayant qu'un désir, se tailler rapidement une réputation de tueur au pays des cow-boys. « T'es pas si terrible que ça, vieux. Mon Dieu, t'es même pas foutu de faire plaisir à une ancienne infirmière obèse et complètement givrée. Peut-être ta bosse de l'écriture a-t-elle pris un coup dans cet accident de voiture, sauf qu'elle n'a pas l'air de repousser. » Il se pencha en avant aussi loin qu'il put dans le fauteuil roulant et ferma les yeux. Il aurait supporté plus facilement devoir critiquer ce qu'il avait écrit s'il avait pu en rejeter la responsabilité sur ses souffrances. Mais la vérité obligeait à dire qu'il ne souffrait plus autant maintenant. Les gélules volées se trouvaient bien en sécurité, loin au milieu du lit, entre le matelas et le sommier. Il n'en avait pris aucune. Il savait qu'il était important d'en avoir de côté, une sorte d'assurance anti-Yanni. Elle les trouverait si elle se mettait dans l'idée de retourner son matelas, évidemment, mais c'était un risque qu'il acceptait de courir. Il n'y avait eu aucune escarmouche entre eux depuis la querelle sur le papier machine. Elle lui donnait régulièrement ses médicaments et il les prenait. Il se demandait si elle ne se doutait pas de la dépendance dans laquelle il se trouvait. « Voyons, mon petit Paul, tu n'en rajoutes pas un peu, non ?» Non, il n'en rajoutait pas. 3 nuits auparavant, alors qu'il était sûr qu'elle était au premier, il avait récupéré une des boîtes d'échantillons et lu tout ce qu'il y avait sur l'étiquette. Il se dit d'ailleurs qu'il en savait déjà suffisamment quand il découvrit quel était le principal ingrédient du Novril. L'aspirine. C'était peut-être de l'acide acétylsalicylique, mais le Novril s'appelait codéine. « Le fait est que tu guéris, Paul. En dessous des genoux, tes jambes ressemblent à un bonhomme dessiné par un gamin de 4 ans, mais tu es en train de guérir. Tu pourrais tenir avec de l'aspirine ou de l'empirine. Mais ce n'est pas ton organisme qui a besoin de Novril. C'est, comme dit le proverbe, le singe que tu as accroché dans le dos. » Il allait devoir se rationner, trouver un moyen de ne pas prendre toutes les gélules. Tant qu'il n'en serait pas capable, elle le tiendrait comme s'il avait été enchaîné au fauteuil roulant par une chaîne de gélules de Novril. « D'accord, 1 fois sur 2, je prendrai une gélule de moins en la mettant sous la langue pendant que j'avalerai l'autre. Puis je la collerai avec les autres sous le matelas pendant qu'elle remportera le verre d'eau. Mais pas aujourd'hui. Je ne me sens pas prêt à commencer aujourd'hui. Je m'y mettrai demain. » Dans sa tête, il crut entendre la voix de la reine de cœur sermonnant Alice. « Ici, en bas, nous avons bien agi hier, et nous envisageons de bien agir demain. Mais nous n'agissons jamais bien aujourd'hui. »« Oh oh, Polly, tu te déchaînes, mais pas dans le bon sens, » fit la machine à écrire de la voix de Rogom qu'il lui avait donnée. « Nous autres sales oiseaux ne sommes jamais bien drôles, mais nous ne cessons jamais d'essayer, » grommela-t-il. « Oui, eh bien, tu ferais mieux de te mettre à réfléchir à toute la came dont tu te bourres, Paul, de te mettre à y réfléchir très sérieusement. » Il décida soudain, sous le coup de l'inspiration, de commencer à réduire ses prises de gélules dès qu'il aurait couché sur le papier un chapitre qui plairait à Annie, un chapitre qu'elle ne considérerait pas comme une tricherie. Une partie de lui-même, celle qui écoutait de mauvaise grâce même les suggestions les plus intelligentes des directeurs littéraires, protesta. Cette femme était cinglée, il n'y avait aucun moyen de savoir ce qui lui paraîtrait correct ou juste, et il ne serait capable d'écrire que de la merde. Mais une autre partie de son ego, dotée de nettement plus de finesse, se permit de ne pas être d'accord. Quand il aurait trouvé le bon scénario, il le saurait immédiatement. Quand il tiendrait le bon bout, le truc qu'il avait donné à lire à Annie la veille, ce truc qu'il lui avait fallu 3 jours de faux départ sans nombre pour mettre en place, aurait l'air d'une crotte de chien à côté d'un louis d'or. N'avait-il pas su lui-même que c'était mauvais ? Ce n'était pas dans son habitude de peiner aussi laborieusement, ni de remplir la corbeille à papier de feuilles chiffonnées inachevées, se terminant sur des phrases comme « Misery se tourna vers lui, les yeux brillants, murmurant les mots magiques. »« Oh, espèce d'arriéré mental, ça ne marche pas du tout !» Il avait attribué cela à la douleur et au fait d'être dans une situation où il n'écrivait pas seulement pour gagner sa vie, mais pour ne pas la perdre. Point de vue plausible, mais mensonger. Le fait était qu'il se trouvait en panne d'inspiration. Les choses avaient mal tourné pour la simple raison qu'il trichait et le savait. « Eh bien, elle a vu à travers de toi, tête de nœud, » lui déclara la machine à écrire de son horrible voix insolente. « Tu vois bien, non ? Alors, que vas-tu faire maintenant ?» Il l'ignorait, mais il soupçonnait fortement qu'il lui fallait faire quelque chose, et vite. Il n'avait pas pris sa mauvaise humeur au sérieux ce matin. Il supposa qu'il devait s'estimer heureux de ne pas avoir eu les jambes de rechef cassées avec une batte de baseball,
ou qu'elle ne lui eût pas fait les ongles avec de l'acide à batterie, ou quelque chose de ce genre, afin de manifester son mécontentement sur la manière dont il avait commencé son livre. De telles réactions critiques étaient toujours possibles, étant donné le point de vue particulier d'Annie sur le monde. S'il s'en sortait vivant, il aurait plaisir à envoyer un petit mot à Christopher Hale, songeait-il. Hale assurait la critique littéraire du New York Times. Il y dirait « Chaque fois que mon éditeur m'appelait pour me dire que vous prépariez le compte-rendu de l'un de mes livres pour votre quotidien, j'en avais les genoux qui faisaient des castagnettes. Vous m'avez fait quelques bonnes critiques, mais vous m'avez aussi étrillé plus d'une fois, comme vous le savez très bien. Bref, je voulais simplement vous dire de continuer et de vous en donner à cœur joie. J'ai découvert une manière de critiquer radicalement nouvelle, mon ami. On pourrait appeler ça l'école de pensée Colorado Barbecue ou Sodo Savonneuse. Du coup, les trucs que vous faites, en comparaison, paraissent aussi effrayants qu'un tour sur les chevaux de bois. » Tout cela, c'est très amusant, mon petit Paul. Très bon pour le moral d'adresser des billets doux au fiel aux critiques. Mais il serait temps de trouver un chaudron et de quoi y préparer la tambouille, tu ne crois pas ? Si, il en était convaincu. La machine, accroupie comme un crapaud, se payait sa tête. « Je te hais !» grommela Paul, morose, avant de regarder par la fenêtre. La tempête de neige qui avait accueilli Paul à son réveil, le lendemain de son expédition à la salle de bain, s'était prolongée pendant 2 jours. Il était tombé au moins 50 centimètres, et le vent avait multiplié les congères. Le temps que le soleil soit de retour, la Cherokee d'Annie n'était plus qu'un tas informe dans l'allée. Mais maintenant, le ciel était pur, et un grand soleil y brillait, apportant une certaine chaleur. Il la sentait sur le visage et les mains, tandis qu'il était assis auprès de la fenêtre. Les stalactites de glace, le long du toit de la grange, goûtaient de nouveau. Il eut une brève pensée pour sa voiture dans la neige, prit une feuille de papier et l'introduisit dans la royale. Il tapa les mots « Le retour de Misery » dans le coin en haut à gauche, le chiffre 1 en haut à droite. Il pesa par 4 ou 5 fois sur le levier de retour du chariot, centra ce dernier et inscrivit « Chapitre 1 ». Il frappait sur les touches plus durement qu'il était nécessaire, afin qu'elle entendît qu'il tapait au moins quelque chose. Restait maintenant ce grand blanc en dessous de « Chapitre 1 », vaste comme un banc de neige, et dans lequel il risquait de s'enfoncer et mourir, étouffé par le gel. D'Afrique. L'essentiel était qu'il ne triche pas. Cet oiseau venait d'Afrique. Il y avait un parachute sous son siège. D'Afrique. Maintenant, je dois rincer. Il s'enfonçait dans sa rêverie, sachant qu'il n'aurait pas dû... Elle serait furieuse si, entrant à l'improviste, elle le trouvait en train de musarder au lieu d'écrire, mais continuait tout de même à glisser vers l'hébétude. Il ne somnolait pas, toutefois. D'une certaine façon, il réfléchissait, il cherchait, il fouillait. Pour trouver quoi, Paul ? C'était évident. L'avion était en piqué, il cherchait le parachute sous le siège. D'accord, c'est suffisamment plausible. C'est plausible. Quand il a trouvé le parachute sous le siège, c'était plausible. Peut-être pas très réaliste, mais plausible. 2 étés durant, sa mère l'avait envoyé au centre aéré communautaire de Malden. Et ils avaient joué à ce jeu. On s'assied en rond, et ça se passe comme dans les feuilletons d'Annie Wilkes. Il gagnait presque toujours. Comment l'appelait-on déjà ? Il revoyait 15 à 20 garçons et filles assis en cercle dans un coin d'ombre du terrain de jeu, tous portant le t-shirt du centre aéré communautaire de Malden, tous écoutant attentivement le moniteur qui expliquait les règles du jeu. Saurais-tu ? Tel était le nom du jeu. Saurais-tu ? Et ce jeu, c'était exactement le principe du suspense en pleine situation critique des feuilletons. Et c'est exactement le jeu auquel tu dois jouer maintenant, non ? Oui, il supposait que oui. Dans Saurais-tu, le moniteur racontait le début d'une histoire, celle d'un type appelé Corrigan l'insouciant. L'insouciant se perd dans la jungle sans piste d'Amérique du Sud. Soudain, il se retourne et s'aperçoit que des lions le suivent, qu'il y en a d'autres de chaque côté de lui, et, bon sang, qu'il y en a aussi devant lui. Corrigan l'insouciant est entouré de lions. Les fauves commencent à se rapprocher. Il n'est que 5 heures de l'après-midi, mais ce n'est pas un problème pour ces charmantes petites bêtes. Pour les lions d'Amérique du Sud, le coup du dîner à 8 heures, c'est bon pour les tarés. Le moniteur tenait à la main un chronomètre que l'esprit somnolent de Paul Sheldon se représentait avec une parfaite clarté, même si cela faisait plus de 30 ans qu'il n'avait pas soupesé sa masse argentée. Il voyait la fine découpe des chiffres, l'aiguille plus petite en bas qui enregistrait les dixièmes de seconde, la marque imprimée en petits caractères, annexe. Le moniteur regardait alors le cercle des enfants et désignait l'un d'eux. « Daniel, disait-il, saurais-tu » À l'instant même où les mots « saurais-tu » sortaient de sa bouche, il déclenchait le chronomètre. Daniel disposait alors de 10 secondes pour enchaîner une suite à l'histoire. S'il ne pouvait commencer à parler pendant ce laps de temps, il devait quitter le cercle.
Mais s'il arrivait à tirer Corrigan des griffes des lions, le moniteur parcourait de nouveau le cercle des yeux et posait une deuxième question, une qui ne rappelait que trop la situation actuelle à Paul. La question « A-t-il su ?» Pour cette partie du jeu, les règles étaient exactement celles définies par Annie. On demandait de la vraisemblance, pas du réalisme. Par exemple, Daniel pouvait répondre « Heureusement, Corrigan l'insouciant avait avec lui sa Winchester et plein de munitions. Il tua les 3 premiers lions et les autres s'enfuirent. » Dans ce cas de figure, Daniel avait su. On lui donnait le chronomètre et il poursuivait l'histoire, qu'il laissait en suspens au moment où l'insouciant se retrouvait par exemple pris jusqu'aux hanches dans des sables mouvants. Là, il demandait à quelqu'un d'autre « Saurais-tu » et déclenchait de nouveau le chronomètre. Mais 10 secondes, c'était bien court, et il était facile de s'empêtrer, facile aussi de tricher. Le gamin suivant pouvait dire par exemple « Juste à ce moment-là, un grand oiseau, un vautour des Andes, je crois, vint voler au-dessus de Corrigan. Corrigan l'attrapa par le cou, et en se débattant, l'oiseau le sortit des sables mouvants. » Quand le moniteur demandait « A-t-il su ?» on levait la main, si on pensait que oui, sinon on ne bougeait pas. Dans le cas du vautour des Andes, l'auteur de cette trouvaille aurait certainement été invité à quitter le cercle. Sauras-tu, Paul ? Ouais, c'est comme ça que j'ai survécu. C'est comme ça que j'ai pu me payer un appartement à New York et une maison à Los Angeles, et plus de bagnoles en état de marche que l'on en trouve dans certains garages. Parce que oui, je sais, et je n'ai pas à m'en excuser, bon Dieu. D'accord, il y a des tas de types qui écrivent dans une prose plus châtiée que la mienne, et qui ont une meilleure compréhension de ce que sont réellement les gens ou du sens de la vie. Fichtre, je le sais. Cependant, lorsque le moniteur demandait « A-t-il su ?» à ces types, il arrivait qu'ils ne fussent pas très nombreux à lever la main. Mais ils levaient la main pour moi, ou pour Misery, et, en fin de compte, je crois que cela revint au même. Saurais-je ? Mais comment je saurais ? Il y a 1 million de choses que je suis incapable de faire. J'ai jamais pu frapper une balle incurvée au baseball, même au temps de l'université. Je ne suis pas fichu de réparer un robinet qui fuit. Je ne tiens pas sur des patins à roulettes et n'arrive pas à tirer un accord en do majeur correct sur une guitare. J'ai essayé 2 fois de me marier et ça n'a pas marché, ni la première ni la deuxième. Mais si vous voulez que je vous emmène en balade, que je vous fiche la frousse, que je vous fasse pleurer ou sourire, alors là, oui, je suis votre homme. Je peux le faire et continue jusqu'à ce que vous criez pouce. Je sais faire cela, je sais. L'insolente voix de Rogom de la machine à écrire s'insinua dans l'assoupissement qui le gagnait. Ce que nous avons là, les amis, c'est beaucoup de 2 choses, beaucoup de baratin et beaucoup de pages blanches. Sauras-tu ? Oui, oui. A-t-il su ? Non, il a triché. Dans Misery Child, le médecin n'est jamais arrivé. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont oublié l'épisode de la semaine dernière, mais l'idole de Pierre, elle, n'oublie jamais. Paul devait quitter le cercle. Pardonne-moi, s'il te plaît. Maintenant, je dois rincer. Maintenant, il faut que... Je rince, marmonna-t-il en glissant sur le côté droit. Sa jambe gauche se retrouva du coup légèrement déportée, et l'éclair de douleur qui jaillit de son genou broyé suffit à le réveiller. Moins de 5 minutes s'étaient écoulées. Il entendait Annie qui faisait la vaisselle dans la cuisine. Habituellement, elle chantonnait en accomplissant ce genre de corvée, mais aujourd'hui elle était silencieuse, et seuls lui parvenaient les bruits des assiettes qui s'entrechoquaient, et de temps en temps ceux de l'eau de rinçage. Encore un mauvais signe. Voici un bulletin météo spécial pour les habitants du côté de Sheldon. Alerte de tornade jusqu'à 17h. Je répète, alerte de tornade. Il était temps d'arrêter de faire joujou et de se mettre sérieusement au boulot. Elle voulait qu'il ressuscitât Misery d'entre les morts de manière vraisemblable. Pas vraiment réaliste, non, mais vraisemblable. Bon. S'il pouvait y parvenir ce matin, peut-être réussirait-il également à désamorcer la dépression qu'il sentait monter en elle avant qu'elle ne s'installât vraiment. Le menton dans la paume de la main, Paul regarda par la fenêtre. Il était maintenant pleinement réveillé, et ses pensées se déroulaient à grande vitesse, sans qu'il eût conscience de son niveau de concentration. Les 2 ou 3 premiers niveaux de son activité mentale, ceux qui traitaient des questions comme savoir de quand datait son dernier shampoing, ou si Annie serait ou non à l'heure pour lui administrer sa prochaine ration de médicaments, semblaient avoir complètement déserté la scène. Cette partie de son cerveau était allée faire une petite sieste, quelque part. Ses perceptions sensorielles continuaient, mais il ne traitait absolument pas les informations qu'elle lui transmettait. Il ne voyait pas ce que ses yeux voyaient, il n'entendait pas ce que ses oreilles entendaient. Une autre partie de son esprit s'escrimait avec fureur sur des idées, les manipulant, cherchant à les combiner, et abandonnait les combinaisons les unes après les autres. Il avait conscience que tout cela se produisait, sans cependant chercher à avoir autre chose qu'un contact indirect avec le phénomène. L'atelier, là, en bas, était un peu cracra.
Il appelait ce qui se passait en ce moment « essayer d'avoir une idée ». Essayer d'avoir une idée n'était pas la même chose que de trouver une idée. Trouver une idée n'était qu'une manière plus humble d'avouer « je suis inspiré », de dire « Eureka » ou encore « m'amuse à parler ». L'idée de Fast Cars lui était venue un jour comme ça, à New York. Il était sorti en ville avec le projet banal d'aller acheter un magnétoscope pour son duplex de la 83e rue. Il était passé devant un parking à ciel ouvert et avait simplement remarqué le gardien. Celui-ci essayait de se faufiler à l'intérieur d'une voiture. C'était tout. Il ignorait si l'homme avait agi illégalement ou non, et le temps d'avoir parcouru 400 mètres, il s'en moquait complètement. Le gardien était devenu Tony Bonazzaro. Il savait tout sur lui, sauf son nom, qu'il cueillit plus tard dans un annuaire de téléphone. La moitié de l'histoire avait déjà jailli dans son esprit, parfaitement développé, et l'autre moitié se mettait rapidement en place. Il se sentait euphorique, heureux et presque ivre. La muse venait de se manifester, et il l'accueillait avec autant de joie qu'une lettre avec un chèque que l'on n'attend pas. Il était parti en quête d'un magnétoscope et avait trouvé beaucoup mieux à la place. Il avait trouvé une idée. L'autre processus, essayer d'avoir une idée, n'avait rien d'aussi exaltant, mais restait en tout point aussi mystérieux et en tout point aussi nécessaire. Parce que lorsqu'on écrit un roman, on finit presque toujours par se fourvoyer dans une impasse, et que le seul moyen d'en sortir est de trouver une idée. Sa méthode habituelle, lorsqu'il était dans la nécessité de trouver une idée, consistait à passer une veste et à partir marcher. En temps normal, il emmenait toujours un livre dans ses balades, mais pas quand il devait trouver une idée. Il admettait que la marche était un excellent exercice, son défaut étant d'être ennuyeuse. Si l'on n'était pas en compagnie de quelqu'un à qui parler, un livre était indispensable. Mais si l'on avait besoin de trouver une idée, l'ennui pouvait avoir sur le mur auquel on se heurtait le même effet qu'une bonne chimiothérapie sur un cancer. Au milieu de Fast Cars, Tony tuait le lieutenant Gray lorsque l'officier de police tentait de lui passer les menottes dans un cinéma de Times Square. Paul voulait que Tony ne fût pas accusé du crime, au moins pour un moment, car il ne pourrait y avoir de troisième acte une fois Tony derrière les barreaux. Tony ne pouvait cependant pas simplement abandonner le cadavre de Gray sur son siège dans le cinéma avec le manche d'un poignard dépassant d'entre ses côtes, car au moins 3 personnes savaient qu'il devait rencontrer le policier. Comment se débarrasser du corps, tel était le problème, et Paul n'arrivait pas à le résoudre. Il était dans une impasse. Tel était le jeu. C'était « Corrigan l'insouciant vient juste de tuer le flic dans le cinéma de Times Square, et il faut maintenant qu'il ramène le corps sans que personne lui dise « Eh monsieur, est-ce que ce type est aussi mort qu'il en a l'air, ou bien est-ce qu'il vient simplement de piquer sa crise ?» S'il réussit à ramener le cadavre de Gray jusque dans sa voiture, il pourra alors se rendre dans le quartier de Queens et le dissimuler dans ce chantier immobilier abandonné qu'il connaît bien. « Polly, sauras-tu » Il n'y avait évidemment pas le délai de 10 secondes. Il n'avait même pas signé de contrat pour ce livre qu'il avait écrit simplement parce qu'il en avait eu envie. Donc, pas de date de remise de manuscrit. Et néanmoins, il existait toujours un délai, une durée au-delà de laquelle il fallait sortir du cercle, comme le savent la plupart des écrivains. Si un livre reste trop longtemps bloqué dans une impasse, il commence à se déliter, à tomber en morceaux. On voit peu à peu apparaître les petites astuces, les artifices. Il était donc parti marcher, sans penser à rien, aux niveaux les plus conscients, comme il le faisait aujourd'hui. Il avait parcouru 5 kilomètres avant que ne montât un signal des ouvriers des ateliers de chaudronnerie, là, tout au fond de lui. Et pourquoi ne mettrait-il pas le feu au cinéma ? À première vue, l'idée paraissait bonne. La tête ne lui tournait pas, il ne se sentait pas particulièrement inspiré, il avait plutôt l'impression d'être comme un charpentier à la recherche de la pièce de bois qui pourrait convenir. Il pouvait provoquer un début d'incendie dans le rembourrage du siège voisin du sien, non ? Ces foutus sièges dans les cinémas sont toujours plus ou moins éventrés. Il y aurait de la fumée, énormément de fumée. Il tiendrait aussi longtemps qu'il pourrait, puis sortirait en portant Gray. Il pourrait le faire passer pour une victime, inhalation de gaz toxique. Qu'est-ce que t'en penses ? Il en avait pensé du bien. Pas un bien absolu, et il y avait pas mal de détails à mettre en place, mais suffisamment de bien. Il avait trouvé une idée, son travail pouvait continuer. Il n'avait jamais eu besoin de trouver une idée pour commencer un livre, mais il comprenait instinctivement que c'était possible. Il restait calmement assis dans son fauteuil, toujours le menton dans la paume de la main, le regard perdu sur la grange. S'il avait pu marcher, il aurait été faire un tour dans les champs. Il restait calmement assis, dans un état proche de la somnolence, attendant que se passât quelque chose, véritablement conscient de rien, sinon qu'une grande activité prenait place là en bas. On y érigeait 2 grands édifices, comme des décors de théâtre, on les jugeait, on les trouvait insuffisants, et on les faisait disparaître en un clin d'œil. 10 minutes s'écoulèrent, 15.
Elle passait maintenant l'aspirateur dans le salon, mais elle ne chantonnait toujours pas. Il l'entendit, mais ne fit rien de cette information. Elle ne restait qu'un son détaché qui courait dans sa tête comme de l'eau dans un canal, entrant d'un côté pour sortir de l'autre. Finalement, les types, là, au fond, envoyèrent un signal lumineux, comme ils finissaient toujours par le faire. Les pauvres malheureux, dans leur trou, n'arrêtent jamais de se casser le cul, et il ne les enviait pas une seconde. Paul resta tranquillement assis, commençant à avoir une idée. Son esprit conscient prit le relais. Le médecin est arrivé et prend les choses en main, et s'empara de l'idée comme d'une lettre que l'on glisse sous une porte. Il se mit à l'examiner. Il faillit la rejeter. N'était-ce pas un faible grognement qui montait des ateliers du fond ? Revint dessus et décida qu'il pouvait en conserver la moitié. Un deuxième signal lumineux monta, plus brillant que le premier. Paul se mit à pianoter avec impatience sur le bord de la fenêtre. Il commença à taper vers 11 heures. Au début, il n'avança que très lentement. Presque chaque claque de la machine était suivie d'un long silence, s'étirant parfois sur 15 secondes. Équivalent acoustique d'un archipel vu des airs, une série de bosses basses séparées par de vastes étendues de bleu. Peu à peu, les intervalles de silence se mirent à se réduire, tandis que les rafales de frappe s'allongeaient, musique qui aurait été agréable sur la machine électrique de Paul, mais qui n'était que claquement lourd et agaçant sur la vieille royale. Paul, cependant, ne prêtait pas attention au timbre à la Ducky Daddles de la machine. Il commença à s'échauffer dès le bas de la première page. Au bas de la deuxième, il avait atteint sa vitesse de croisière. Au bout d'un moment, Annie arrêta de passer l'aspirateur et vint se tenir dans l'encadrement de la porte. Elle le regarda sans que Paul se doutât un instant de sa présence. Lui-même ne savait pas qu'il était là. Il avait finalement réussi à s'évader. Il se trouvait dans le cimetière du Little Dunthorpe. Il respirait l'air humide de la nuit, chargé d'odeurs de mousse, de terre et de brume. Il entendit l'horloge du clocher sonner 2 coups, et tous les moindres détails se mirent en place dans le récit. Quand c'était très bon, il avait l'impression de voir à travers le papier. En ce moment, il était transparent. Annie le regarda longtemps. Son lourd visage ne souriait pas, ne bougeait pas, mais on pouvait y lire quelque chose comme de la satisfaction. Au bout d'un moment, elle partit. Son pas était lourd, mais Paul ne l'entendit pas non plus. Il travailla jusqu'à 3 heures de l'après-midi, et à 8 heures ce soir-là, il demanda à Annie de l'aider à s'asseoir de nouveau dans le fauteuil roulant. Il écrivit pendant encore 3 heures, en dépit de la douleur qui avait commencé à le tarauder vers 10 heures. Annie vint à 11 heures, il lui demanda encore un quart d'heure. « Non, Paul, ça suffit, vous êtes blanc comme un linge. » Elle le mit au lit et il s'endormit en 3 minutes. Il ne se réveilla pas de la nuit pour la première fois depuis qu'il était sorti du nuage gris, et pour la première fois aussi, pas un seul rêve ne vint troubler son repos. Il avait déjà rêvé, éveillé.